Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers et je vous souhaite la bienvenue dans le 66e épisode de ce podcast qui traitera de l'actualité du mois de juin. Je vais vous parler du retour sur Terre de Thomas Pesquet, d'un film lunaire, d'images martiennes et d'une étoile biscornue. L'événement de ce mois de juin, c'est évidemment le retour de Thomas Pesquet sur Terre après avoir accompli sa mission Proxima de plus de 6 mois dans la Station Spatiale Internationale. Alors tout s'est passé à merveille, sans aucun problème, du désamarrage de la station à l'atterrissage de la capsule dans les steppes kazakhs. Et je vous laisse profiter des derniers instants du vol, commenté par Jean-François Clairvoy et Claudie Aigneret. Alors, regardez le parachute qui pompe, qui respire. Et ce qui est intéressant à voir, au moment où la capsule va toucher le sol, regardez bien, il va y avoir un flash lumineux très, très vif, instantané, qui correspond à l'allumage des rétrofusées. Et après, la fumée... En fait, c'est comme un coup de fusil. Hein. Les rétrofusées, c'est comme si on tirait un coup de fusil. C'est vraiment le recul qui freine complètement la capsule, hein, qui brise la vitesse. Et donc, c'est quelque chose qui prend juste à peine quelques secondes. À propos de coup de fusil, tu sais qu'il y a un fusil de chasse à l'intérieur du Soyouz. Hein. Oui, je sais, au cas où il se trouverait dans la steppe et qu'ils aient à se défendre contre les grizzlies. Je souhaite à cet équipage d'avoir un atterrissage en douceur, comme on le dit en russe, Mierkaya Pasatka, ça veut dire l'atterrissage en douceur, et atterrir sur excusez-moi Monsieur le Président, sur le cul de la capsule, stabilisé. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, parce que s'il y a du vent, ça peut entraîner avec ce grand parachute, cette coupole de 1000 m², ça peut faire basculer la capsule, ou elle peut, là aussi, éventuellement se poser de côté. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, les rétrofusées qui sont censées amortir l'impact pour être à peu près 7 km/h quand même au moment de l'impact ne vont pas tout à fait fonctionner. Bon, c'est ce qui m'était arrivé à ma deuxième mission. J'ai effectivement attendu l'ouverture de l'écoutille avec un petit peu d'impatience parce que j'étais pendue dans les bretelles de mon harnais parce que la capsule avait basculé. Et puis, effectivement, d'un seul coup, on pèse lourd. On vient de passer des mois et des jours en microgravité avec cette légèreté. Et là, d'un seul coup, le poids est considérable. Il y a des très légers, très lents balancements. Respiration du parachute, mais ça, c'est classique. Une petite pensée pour Gagarine et Valentina Tereshkova, qui ne se sont pas posés en douceur, ils se sont éjectés avant d'arriver au sol. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu une question sur le record, parce qu'il n'était pas resté dans son vaisseau jusqu'au sol. Oui. Alors, c'était la validation du vol La spatial. méthode normale de terminer, c'était sauter en parachute pendant la descente de leur capsule Vostok. Et Gagarine s'est posé au bout d'une orbite sous son parachute, debout, dans un champ, devant des paysans. Surpris et effaré. L'hélicoptère repasse. C'est fantastique parce que j'imagine l'équipage regarde par le hublot sur le côté, il voit s'approcher... oui, là, il voit s'approcher les véhicules, il doit voir l'attente médicale. Bon, il faut penser qu'il y a effectivement tout le staff médical qui est là-bas sur place et je sais que nos collègues médecins de l'Agence spatiale européenne sont sur place pour les accueillir et voilà, faire les premiers éléments pour les remettre en forme. J'avais une question, puisqu'ils ne sont que deux. On arrive. On va voir bientôt l'impact des rétrofusées. Ça va être juste à l'arrivée, les rétrofusées. C'est juste avant le nuage de poussière. Derrière la colline. Voilà. Derrière. C'était juste derrière là. Thomas Pesquet a ensuite reçu un coup de fil d'Emmanuel Macron à la sortie de sa capsule, le pauvre, à peine le temps de souffler, mais ça nous a permis de connaître ses premières impressions. Écoutez-le. Bon, comment vous vous sentez ? Eh bien, écoutez, ça va très bien. Je me réhabitue doucement à la gravité. Ou même tenir ce téléphone, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite depuis 6 mois. Mais non, ça va très bien. Tout s'est bien passé. Le véhicule a fonctionné de manière absolument splendide. Et puis, on se sent très bien. On s'était préparé à ça. L'équipe qui nous a récupérés est hyper professionnelle. Donc tout va bien. On est bien entouré. On va très très bien. Merci beaucoup. Bon, vous nous avez fait en tout cas rêver pendant tous ces mois, hein, avec vos images, vos tweets. Vous avez réussi aussi. Vos collègues qui étaient en train de nous briefer disaient que vous aviez été au-delà des 100% d'objectifs sur la mission. Donc, vous avez coché toutes les cases. Hein.
Bah, écoutez, c'est gentil. Oui, on va essayer de... j'imagine que les gens n'avaient pas envoyé dans l'espace pour passer du bon temps. J'essaie de faire de mon mieux et puis j'essaie de partager cette expérience-là avec le plus grand nombre. Si ça intéresse les gens, de toute façon, on fait ça pour eux. Donc a priori, si ça intéresse les gens, ça me fait plaisir. Ah, vraiment. Je crois que vous ne réalisez pas à quel point vous avez inspiré pendant tous ces mois. Tant mieux, tant mieux. J'espère que ça suscitera des vocations chez les plus jeunes pour faire des carrières scientifiques. C'est super. Moi, j'en suis sûr. Et puis surtout pour continuer à avancer dans la recherche, dans le spatial. Et on va continuer à le faire ensemble. Depuis que vous êtes parti, il s'est passé pas mal de choses. Enfin, vous êtes tenu informé. Mais on vous fera un brief complet en rentrant. Ah ben écoutez, avec grand plaisir, Monsieur le Président. Bon, là, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures pour vous? Eh ben écoutez, là, on va avoir quelques examens médicaux. Ensuite, on va se diriger vers l'avion qui va affréter l'Agence spatiale européenne, qui va me ramener directement au centre des astronautes à Cologne. Je vais arriver dans la nuit. Là, il y a mes proches qui m'attendent. Il y a aussi des médecins et des scientifiques. Et puis, on va commencer assez rapidement tous les examens d'après la mission, se remettre en forme et puis continuer à participer aux expériences qui ne s'arrêtent pas avec l'atterrissage et qui continuent avec moi en tant que cobaye pendant encore quelques semaines. Et puis ensuite, je pense que j'aurai peut-être le plaisir de vous voir au Salon du Bourget. Je vous le confirme. Je crois que cette nuit, Jean-Yves Le Gall sera là à votre arrivée à Cologne. La ministre sera là la semaine prochaine. Et nous verrons le 19. D'accord. Avec grand plaisir, je vous présente. Et surtout, je vous souhaite très vite de retrouver la famille et d'en profiter. Merci, je pense qu'il m'attend impatiemment et moi aussi, c'est sans doute la chose qui m'a le plus manqué pendant ces 6 mois. Oui, j'imagine. Bon, en tout cas, je vous redis, je ne veux pas vous fatiguer au-delà du raisonnable, mais je voulais vous dire combien nous sommes tous immensément fiers de vous. Et puis, il a été acheminé vers la tente médicale et vous voyez l'homme qu'il porte au premier plan à droite? C'est Romain Charles. Ça m'a fait trop plaisir de le voir faire ça, c'était super émouvant, d'autant plus que je m'y attendais pas. Alors outre le fait que Romain soit un ami, son job c'est de s'occuper des astronautes à l'ESA. Et avant ça, il a été le seul Français dans l'expérience Mars 500 qui s'est déroulée il y a quelques années, pour ceux à qui ce nom dit quelque chose, mais je vous en ai déjà parlé. Alors une fois dans la tente, Thomas Pesquet a été libéré de sa combinaison et Romain a posé avec. En tout cas, mission parfaite pour Thomas Pesquet de bout en bout, résultats scientifiques, communication, rêve, expérience artistique, sortie dans l'espace. Il a réalisé la mission idéale, c'est complètement ahurissant. Il n'y a pas eu un seul couac, pas dont j'ai connaissance en tout cas. Alors bravo et félicitations à lui et hâte qu'il retourne en mission, pourquoi pas vers la Lune. Et en parlant de mission lunaire habitée, le Bidule 2.0 du mois de juin, c'est un court-métrage à voir sur Vimeo qui est le plus beau film que j'ai vu depuis très longtemps. Un artiste autrichien du nom de Christian Stangl s'est servi des photos et des sons en accès libre des archives de la NASA pour reconstituer une mission Apollo type, puisqu'il mélange un peu toutes les missions dans une seule chronologie. Et on se retrouve avec un résultat absolument renversant et bouleversant, comme si c'était un documentaire de l'époque. Et a priori, c'est son frère qui a composé la musique originale, puisqu'ils ont le même nom. Bref, je peux pas vous montrer d'extrait, mais s'il y a une seule vidéo à aller voir de toute l'année, c'est celle-ci. Ça dure 5 minutes et Christian Stangl est arrivé à un résultat absolument époustouflant. Les missions Apollo qui ont vu des hommes marcher sur la Lune ont toutes été lancées par une fusée impressionnante et jusqu'ici inégalée, je crois, la Saturn V. Et si je vous en parle dans la rubrique culture, c'est parce que Lego a sorti en juin cette mythique Saturn V à fabriquer avec les célèbres petites briques. Le résultat final est très impressionnant, 1 mètre de haut, 17 cm de diamètre, elle pèse lourd parce que l'intérieur est loin d'être vide et les designers ont poussé le détail jusqu'à la constituer de 1969 pièces. Je suis sûre que c'est pas un hasard, 1969. C'est forcément un clin d'œil au premier pas sur la Lune, forcément. Alors si je peux vous confirmer que c'est une belle bête et que vraiment elle est impressionnante, c'est parce que 2 d'entre vous me l'ont offerte. Pascal et Brice, je ne saurais que trop vous remercier pour cet incroyable cadeau. Et regardez, elle a toute sa place chez moi. Alors sachez que si vous faites l'acquisition de cette pièce incroyable,
mais c'est 120 € et en rupture de stock pour le moment. Il faut compter 8 bonnes grosses heures pour la monter. Moi, je l'ai faite à l'arrache dans une chambre d'hôtel avec l'éclairage tout pourri pendant le salon du Bourget. Et je suis allée tellement vite que c'était un miracle que j'ai pas fait d'erreur. Et ça m'a pris 7 heures. J'ai passé la nuit, quoi. Mais si j'ai fait ça, c'est parce que le lendemain du jour où on me l'a offerte, je devais rencontrer Hal Worden, un des 3 astronautes d'Apollo 15, et que c'était une trop belle occasion de l'avoir avec moi. Et évidemment, je n'ai pas regretté ma nuit blanche. Il me l'a dédicacé. Et le lendemain, c'était au tour de Jean-François Clairvoy. Bref, j'ai un modèle unique, du coup, et je ne compte pas m'arrêter là. En tout cas, voilà, c'est un très 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 beau cadeau à faire ou à se faire si Lego remet des boîtes en production, parce qu'elle est fidèle au modèle réel, avec un très très beau livret, et que ce sont des heures entières de plaisir à monter. Toujours dans cette rubrique culture, je voudrais vous signaler la sortie du dernier livre de Christophe Galfard le 7 juin, qui s'intitule sobrement E = MC2, et qui explique cette équation ultra célèbre, comment elle a été découverte et ce qu'elle implique. Alors là encore, et c'est une thématique, ma parole, j'ai passé une nuit blanche à regarder le plafond avec des questions physiques et métaphysiques plein la tête. Alors fais gaffe Christophe, parce que je les ai notées, donc la prochaine fois qu'on se croise, tu vas y avoir droit. Un petit livre à dévorer absolument pour tous les passionnés de physique qui ne connaissent pas d'autres équations, c'est mon cas, pour info. Et juste un petit bémol quand même, c'est carrément abusé de la part de Flammarion de le vendre à 12 €. Pour un format livre de poche, écrit gros avec de grandes interlignes, je trouve que c'est pas très correct. Mais bon, Christophe Galfard, lui, a encore merveilleusement fait le job. En parlant d'Einstein, la date de cet épisode, c'est le 30 juin, jour où l'ESA a décidé de terminer la mission du satellite LISA Pathfinder, qui se trouve dans l'espace depuis décembre 2015 pour toute une série d'expériences visant à tester la technologie embarquée à l'intérieur. LISA Pathfinder, c'est en fait un démonstrateur pour prouver la faisabilité d'une future mission beaucoup plus élaborée qui s'appelle ELISA, et le but de ces satellites, c'est d'observer des ondes gravitationnelles qui sont très très compliquées à détecter. Et qui dit détection très très difficile, dit technologie très 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 pointue, d'où le besoin d'envoyer une première mission dans l'espace pour être sûr que la vraie mission beaucoup plus chère va fonctionner. Et non seulement c'est une mission accomplie, mais en plus ça dépasse de loin tous les rêves les plus fous des scientifiques et des ingénieurs. LISA Pathfinder a obtenu des résultats 100 fois meilleurs que ce qui avait été atteint en laboratoire. En fait, le principe de démonstration consiste en 2 cubes d'or et de platine en impesanteur à l'intérieur du satellite, distants de 38 cm et avec tout l'attirail autour pour les maintenir en parfaite immobilité l'un par rapport à l'autre. Et c'est ça le nœud du truc, c'est de les garder absolument immobiles l'un par rapport à l'autre parce que c'est le plus infime changement de distance entre les deux qui va trahir le passage d'une onde gravitationnelle qui déforme l'espace-temps d'une manière infinitésimale. Et c'est là que ça devient beau à en pleurer. Pour être sûr que les 2 cubes restent bien à 38 cm l'un de l'autre, il y a un laser qui mesure leur distance. Et ce démonstrateur a prouvé qu'on pouvait mesurer cette distance à 30 femtomètres près. C'est tellement ahurissant qu'il n'y a pas de mots pour qualifier cette prouesse technique. 30 femtomètres, c'est quoi exactement? Alors, vous voyez la taille d'un atome ? Non, personne ne voit, ni même ne peut imaginer la taille d'un atome, parce que c'est tellement petit que ça dépasse l'entendement humain. Bon, la distance dont on parle là, c'est équivalent à 1/10 000 de la taille d'un atome. Donc, vous prenez un atome, qui est déjà inconcevablement petit, vous le découpez en 10 000 parts égales, et la taille d'une de ces parts vous donne ce qu'on arrive à mesurer par laser dans un satellite qui se trouvait en orbite autour du point de Lagrange L1, lui-même situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc à un moment, la seule chose que je trouve à dire pour qualifier, c'est LOL, parce que les mots me manquent, clairement, bon. Et ça, ce n'était que le test. LISA Pathfinder n'a pas détecté d'ondes gravitationnelles, c'était pas le but. Elle testait juste la technologie qu'on utilisera pour le vrai observatoire. Et cet observatoire d'ondes gravitationnelles, qui s'appellera ELISA, donc, consistera en 3 satellites qui seront placés à plusieurs millions de kilomètres les uns des autres pour former un triangle, et dans lesquels on placera des cubes comme ceux de LISA Pathfinder. Alors, contrairement au démonstrateur, ce ne sera pas la distance entre les cubes à l'intérieur d'un satellite qui sera mesurée, mais la distance entre les cubes des différents satellites, toujours par laser. Donc la distance à mesurer, et ses éventuelles fluctuations dues au passage d'une onde gravitationnelle, ne sera pas de 38 cm,
diamètre, mais de 2,5 millions de kilomètres. Bref, ça promet une mission scientifique grandiose, et je rappelle que c'est un projet européen, mais il va falloir être patient parce que les satellites ne seront pas lancés avant 2034. Rendez-vous dans 17 ans donc. Et enfin quand même, avant de passer à la rubrique info, c'est hallucinant de voir que tout ça se base sur la théorie de la gravitation mise au point par Einstein, sur le principe du laser décrit pour la première fois par Einstein, pour détecter les ondes gravitationnelles prédites également par Einstein. C'est fascinant, enfin c'est fascinant. Un jour je pense que je vais finir par l'écrire, mon uchronie dans laquelle Einstein n'a pas été le génie qu'il est, ou pas d'ailleurs, parce que j'imagine que ça a déjà été fait. Mais bon, fin de parenthèse, Einstein, enfin voilà, bref. Donc, les infos de ce mois-ci sont sur la thématique des satellites naturels. Alors tout d'abord, c'est officiel. L'UAI, l'Union astronomique internationale, a officiellement enregistré la découverte de 2 nouvelles lunes de Jupiter, respectivement les 2 et 5 juin, ce qui porte à 69 le nombre de satellites naturels pour la géante des géantes, mais il y en a sûrement d'autres à découvrir. Elles n'ont pas de nom, ces nouvelles venues, juste une nomenclature, mais présentons-les tout de même. S/2016 J1 se trouve à 20 gros millions de kilomètres de Jupiter, dont elle fait le tour en 1,65 années, et S/2017 J1 est située à 23,5 millions de kilomètres de la géante gazeuse, dont elle fait le tour en 2 ans et des poussières. C'est l'astronome américain Scott Shepard, qui avait déjà découvert 11 lunes de Jupiter entre 2000 et 2002, qui les a retrouvées. Oui, parce que en fait, elles avaient déjà été détectées, mais on ne connaissait pas leur position de manière assez précise pour pouvoir suivre leur orbite, donc on les avait perdues. Mais maintenant c'est bon, hein. Il y a assez de données pour avoir pu formellement les identifier et les suivre. Du côté de notre lune à nous, alors pas de lune à notre connaissance, mais quelques nouvelles de la mission chinoise Chang'e 5. Elle doit arriver sur la lune à la fin de cette année pour prélever des échantillons, et les Chinois ont annoncé le site d'atterrissage, qui se situera donc dans la partie nord-ouest de l'océan des tempêtes. Et c'est en écrivant cette rubrique que je me rends compte que je suis une vraie noob en géographie lunaire. Alors l'océan des tempêtes, c'est là. Et je vais me permettre une petite digression, si vous le permettez. En cherchant Océan des tempêtes dans Google Images, je suis tombée sur cette photo de la NASA, qui indique un cratère du nom de Damoiseau. Ça m'a fait marrer. Alors du coup, j'ai cherché Damoiseau cratère Lune, et j'ai appris qu'il avait été nommé d'après un astronome français, qui s'appelait Marie-Charles Damoiseau. J'ai trouvé ça classe qu'un cratère lunaire ait le nom d'un Français, et en plus, j'ai découvert son existence. Je suis allée me renseigner vite fait sur Wikipédia, et sachez que le nom complet du mec, c'est Marie-Charles Théodore de Damoiseau de Montfort. Ça te pose un bonhomme. Bon. Et là, dans la rubrique des travaux scientifiques, avant même ces travaux sur la Lune et sur les satellites de Jupiter dont j'ai parlé juste avant par le plus grand des hasards, travaux dont on ne saura pas grand-chose parce que l'article n'apporte pas d'informations très précises, avant ces travaux-là, disais-je, cette phrase magnifique, je cite, ouvrez les guillemets, « Il inventa le mélange chimique qui donna naissance à la bière ». Fermez les guillemets. Je trouve ça absolument génial, même si je n'aime pas la bière, et du coup je me suis dit que dans le futur, si on doit construire une taverne sur la Lune, il faudra absolument le faire dans le cratère Damoiseau. Voilà, fin de la parenthèse sur la poésie, le lol et le what the fuck que nous offre ce merveilleux concept de la sérendipité. Revenons à notre océan des tempêtes. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vaste. Donc, la partie nord-ouest, ça doit être environ ça. Du coup, je suis allée chercher des images un peu plus rapprochées, et v'là-t-il pas que je suis tombée sur cette photo de la partie nord, prise depuis l'orbite par l'équipage d'Apollo 15. C'est d'ailleurs peut-être Al Worden, le mec qui m'a signé ma Saturn V en Lego, qui l'a prise. Mais peu importe. L'avantage sur cette photo, c'est qu'on y voit le mont Rumker. Or, sur le schéma fourni par les Chinois, il apparaît aussi. Donc, en comparant avec les cratères, celui-là et celui-là, là, je pense que ça correspond à ça. Eh ben, je dirais que la zone visée pour l'alunissage de Chang'e 5, c'est environ par là. Mais pour revenir au schéma, on peut voir que la zone élargie se trouve entre les cratères Harding et Méran. Eh ben, figurez-vous que Méran aussi était un astronome français. On en apprend tous les jours tout de même. Alors, il n'a pas inventé la bière ou le spritz, celui-là, mais Wikipédia dit qu'il a démontré l'existence du rythme circadien des plantes et qu'il a déterminé une longueur qui a servi d'étalon pour la mesure du méridien. Ok. Bref,
Pour en revenir à Changi 5, et trêve de parenthèses interminables, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que normalement on pourra suivre l'arrivée sur la Lune en direct et en plus si les Chinois mènent cette mission de retour d'échantillons à bien, ce sera la première fois depuis 1976 et les derniers retours d'échantillons lunaires par les soviétiques. Alors vivement la fin de l'année pour qu'on puisse avoir un petit morceau de Lune arrivé sur Terre. En attendant de voir la Lune en direct, allons admirer des images martiennes. Celle d'Opportunity d'abord, qui a pris ses clichés du cratère Endeavour début juin, images colorisées par Jason Major, qui fait toujours un boulot incroyable. Regardez ça, c'est beau à pleurer. Et ça vient d'un rover qui est sur Mars depuis 13 ans et demi, alors qu'il était conçu pour fonctionner 3 mois. Globalement, l'exploration spatiale, c'est un domaine où on repousse sans cesse nos limites et nos compétences au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Ça grouille d'exemples, mais Opportunity et Lisa Pathfinder en sont quand même 2 très très beaux. Un troisième exemple, parce que son arrivée sur Mars sans aucune égratignure est un exploit qui tient du miracle, c'est Curiosity, et cette fabuleuse image est une mosaïque reconstituée et traitée par Thomas Appéré qui fait un travail de fou. Elle est à couper le souffle, cette image du Vera Rubin Ridge. Alors je vous conseille fortement d'aller la voir de plus près et de zoomer dedans. Le lien vers le Flickr de Thomas est dans la description sous la vidéo et n'hésitez pas à partager les liens vers ces images, il le mérite. Et puisqu'on parle de Curiosity, la voici, prise en photo depuis l'espace par la caméra iRISE de la sonde MRO. C'est le tout petit point au centre de l'image, vertigineux. Et pour terminer, cette image hallucinante de la géante rouge Bételgeuse, une étoile qui se trouve à 600 années-lumière de nous et qui a peut-être déjà explosé en supernova, où on peut voir qu'elle n'est absolument pas symétrique. Il faut savoir qu'elle est tellement grosse que si on la mettait à la place du Soleil, elle irait au-delà de l'orbite de Jupiter. En tout cas, cette image est l'image à plus haute résolution qu'on ait de Bételgeuse. Une personnalité aussi flamboyante, étonnante et explosive que Bételgeuse, c'est Nelly Benayoun, surnommée la Willy Wonka du design, qui a des tonnes de projets liés au spatial. Par exemple, elle a créé la Soyuz Chair, qui reproduit un lancement en Soyuz dans ton salon, un orchestre dont les musiciens sont tous des scientifiques de la NASA et du SETI, qui joue une œuvre notamment composée par les mecs de Gorillaz et qui reconstitue l'arrivée sur la Lune d'Apollo 11 avec tous ses couacs. Elle a produit un film pour la Gaieté Lyrique qui s'appelle Moondust Remix, où elle a demandé à des scientifiques de reproduire le son des premiers pas d'Armstrong sur la Lune. Là, on la voit en photo avec Francis Rocard au CNES. Et en ce moment, elle prépare un film sur l'exobiologie et les extrémophiles. Elle a 32 ans, elle vient de Valence dans la Drôme et elle vit à Londres. Waouh! J'ai découvert cette femme grâce à un portrait sur Chic Magazine, je vous conseille d'aller le lire, elle est bluffante, il faut absolument que je la rencontre un jour. Et pour finir cet épisode et cette 5e saison en beauté, les 2 tweets que j'ai retenus de ce mois de juin, le premier est à se pisser dessus de rire, on y voit le visage de Buzz Aldrin se transformer au fil du discours de Donald Trump sur l'espace, passant de grimace en expression de total dépit entrecoupé d'un magnifique soupir intérieur, un chef-d'œuvre. Allez voir ça, ça dure 19 secondes, c'est du très très bon. Et pour finir, ce tweet de Boulet avec une vidéo intégrée aussi, désolé, il va falloir aller la voir de vous-même parce que je ne sais pas comment extraire les vidéos à la source de Twitter. Boulet donc qui nous propose de le regarder faire un dessin d'une spationaute sur une planète lointaine, pas en 140 caractères mais en 1 minute 40. Le résultat est, vous vous en doutez, assez sublime. Et voilà, c'est la fin du 66e épisode de ce podcast qui traitait de l'actualité du mois de juin. Et comme je le disais, c'est également la fin de la 5e saison de la folle histoire de l'univers. Il n'y aura pas d'épisode pour juillet et août. Donc on se retrouve fin septembre, début octobre pour l'épisode de septembre. D'ailleurs non. Non, je dis une bêtise. On se retrouve début septembre avec un épisode un peu spécial, mais je ne vous en dis pas plus. Je me dois de vous remercier pour l'avalanche de commentaires et de mails de soutien que vous m'avez écrits. Je vous avoue que ça m'a donné un vertige très agréable. Juste pour info, j'ai vite fait parler du salon du Bourget tout à l'heure. Sachez que j'y étais toute la semaine pour une série de vidéos, notamment avec les astronautes Jean-François Clairvoy, Al Worden d'Apollo 15 donc, et Claudie Aigneret, des scientifiques comme Roland Lehoucq, mais aussi Étienne Klein, Gérald Brunner, ainsi qu'une série d'entretiens avec des startups du spatial. Je vous indique le lien vers la playlist dans la description sous la vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui me filent un coup de pouce sur Tipeee, c'est très généreux à vous, c'est très appréciable et très très apprécié, sachez-le.
Outre YouTube, vous pouvez retrouver ce podcast sur iTunes et n'hésitez pas à mettre tout plein d'étoiles si ça vous plaît et d'y laisser un commentaire. C'est la meilleure manière de me soutenir. Sur YouTube, c'est un peu pareil, hein. Le meilleur soutien, ce qui m'aide le plus, c'est un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne et surtout de partager les vidéos et d'en parler autour de vous. Merci à celles et ceux qui le font, c'est vraiment adorable et d'un grand soutien. Quelques-uns d'entre vous m'ont dit que l'image de fond les gênait un peu, alors sachez que c'est la seule manière que j'ai trouvé de ne pas me faire bloquer les vidéos par YouTube quand je diffuse des extraits de bande-annonce, de lancement ou de toute autre vidéo par exemple. Et depuis que j'ai eu cette idée, ça me change la vie, donc elle restera jusqu'à ce que les algorithmes soient moins cons. À défaut de vidéos, vous pouvez toujours retrouver l'Espace sans gravité et Mars Horizon chez vos libraires. Vous pouvez liker la page Facebook La Galaxie de Florence Porcel où j'essaye de publier une fois par jour sur de l'actu toute fraîche. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter. Merci pour votre fidélité depuis 5 ans et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Prenez soin de vous, prenez soin de notre planète et n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire.